Super Mama Jumbo en concert live au Africa Festival de Hermes aux Pays-Bas en 2014. Le Super Mama Jumbo est un groupe de musique de Guinée-Bissau fondé dans les années 60 et qui s'est plusieurs fois réformé. Il mélange plusieurs styles et influences avec une grande popularité en Afrique de l'Ouest dans les années 70. L'histoire du Super Mama Jumbo se confond avec l'indépendance de la Guinée-Bissau et à la lutte de libération nationale. Une indépendance finalement obtenue de haute lutte en 1974 avec en ligne de front le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert, le PAIGC. Ce parti mène la vie politique de la Guinée-Bissau depuis toujours. Ces crises internes se confondent avec celles du pays alors que son passé le rend incontournable. La preuve, depuis son indépendance, la Guinée-Bissau est comme plongée dans une crise permanente. Et depuis 2015, des divergences au sein du PAIGC paralysent le pays et handicapent la relance d'une économie qui dépend essentiellement de l'exportation de la noix de cajou. C'est dans ce contexte que les Bissau-Guinéens sont appelés aux urnes le 10 mars prochain pour élire 102 députés. Ce scrutin était prévu le 18 novembre 2018, conformément aux accords de Conakry, mais n'a pu se tenir précisément en raison de cette crise institutionnelle qui secoue le pays depuis 2015. Pour parler de Guinée-Bissau dans ce numéro de la valise diplomatique, j'ai le plaisir de recevoir Mamadou Seck, coordonnateur du programme Gouvernance et processus électoraux au Gorée Institut. Monsieur Seck, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je reçois aussi Mamadou Thior, journaliste à la RTS et analyste politique reconnu que vous entendez souvent sur nos antennes. Mamadou Thior, bonjour. Bonjour, Bokar. Merci encore à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Alors, on a 1 heure, mais croyez-moi, ça passe très vite. Alors, pour situer les choses dans leur contexte, depuis son indépendance en 1974, aucun président n'est allé au terme de son mandat en Guinée-Bissau. Est-ce que c'est vrai, Mamadou Seck? Oui, c'est vrai. Tout à fait, sauf le mandat en cours. Qui se termine en juin. Qui se termine en juin, mais on ne peut jurer de rien pour la Guinée-Bissau. Comme j'ai dit, on peut se lever et prendre son petit déjeuner dans le calme et ne même pas avoir la possibilité de prendre son dîner, tellement les choses sont compliquées. Donc attendons de voir le terme du mandat, mais jusqu'à présent, le mandat suit son cours sans interruption. Donc ce qui se dit est vrai, Mamadou Thior, c'est-à-dire que depuis 1974, le pays est dans une instabilité chronique. Oui, et cela est dû au fait que c'est un pays fortement militarisé, vraiment composé de... Il y a beaucoup d'anciens combattants. C'est peut-être le pays au monde où on trouve au kilomètre carré le plus grand nombre de militaires ou d'anciens combattants. Donc ça pose problème. Souvent même les gens en taquinant, qu'est-ce qu'ils disent? Il y a eu tellement de coups d'État dans ce pays qui disent que souvent les militaires bissau-guinéens, il suffit qu'ils manquent de TQ, la dépense quotidienne, pour commettre un coup d'État. Donc ça veut dire que combien les coups d'État sont banals dans ce pays-là. C'est ce que disait Seck tout à l'heure. Au moins, José Mario Vaz a réussi, nous touchons pour l'instant du bois, à aller au bout de ces 5 ans. Il lui reste d'ici peut-être le mois de juin, parce que son mandat se termine en juin. Donc tout peut arriver, mais croisons les doigts pour ce pays-là, où l'instabilité est récurrente. Mais est-ce que l'instabilité, finalement, n'est pas due au fait que le PAIGC a mené la lutte vers l'indépendance, et une fois l'indépendance acquise, n'a pas su s'organiser pour construire un État? Alors, la question est plus profonde d'ailleurs. Je pense qu'il faut partir du legs du colon, puisque j'ai pour habitude de dire, sans verser dans aucune forme de stigmatisation, qu'il faut se méfier du colon portugais. Ils font de leur colonie des lieux de villégiature et ne se préparent pas à leur laisser des éléments structurels qui leur permettent de prendre le relais. L'autre élément, c'est que la Guinée-Bissau aussi a acquis son indépendance de haute lutte. C'est l'une des plus longues luttes pour accéder à l'indépendance. Avec des arrières, comment on appelle ça? Il y a eu la Guinée-Bissau qui a été quelque part, la Guinée-Conakry, où ils se retranchaient de temps à autre pour pouvoir se repréparer. Et pour l'histoire d'ailleurs, Amilcar Cabral a été assassiné en Guinée-Conakry. Donc c'est pour dire que ils n'ont pas été quelque part préparés à accéder à l'indépendance et à prendre en charge leur destin. La seule exception, c'est le Cap-Vert, mais je pense que des facteurs géopolitiques expliquent un peu le fait qu'ils aient eu à faire ces sursauts-là. L'insularité sûrement. Il y a des facteurs qu'il faut étudier pour expliquer le sursaut du Cap-Vert, mais je pense que la Guinée-Bissau a souffert d'abord de cette forme de colonisation et ensuite maintenant est arrivé
le fait que le PAIGC se prévaut d'une forme de légitimité historique. Et pense que d'ailleurs, dans le débat, c'est les seuls à devoir parler au nom de la Guinée-Bissau. Quand vous les rencontrez, ils traînent toujours cet art de se sentir les plus légitimes à parler de la Guinée-Bissau, quelle que soit la génération qui arrive et quel que soit le profil intéressant de cette nouvelle génération-là. Ça, c'est un problème. Maintenant, au-delà du PAIGC, comme l'a dit Mamadou, l'armée. Oui. Armée mexicaine, mais vraiment au vrai sens du terme. Il y a toujours des individus armés. Absolument. Et qui peuvent à tout moment utiliser ces armes-là pour obtenir ce qu'ils veulent. Je disais dernièrement dans une note d'analyse que j'avais rédigée que le loup rôde toujours autour de la bergerie. On a initié un programme de réforme du secteur de la sécurité depuis 2008. Mais bloqué par le coup d'État de 2010. Et ce qui a démotivé la communauté internationale à poursuivre les efforts de modernisation de l'armée pour qu'elle puisse répondre aux normes et standards internationaux. Et 2012 est venu encore constituer un blocage. Bon, je pense que l'armée cause un problème. 4800, on est autour de 4500 éléments et on a 1800 officiers, c'est énorme, c'est vraiment... Le ratio n'est pas... c'est pas équilibré. Nullement équilibré. En plus, maintenant, des anciens combattants qui pensent qu'ils ont toujours droit au chapitre, qu'ils ont toujours droit de parler au nom de l'armée. En tout, on a 10 000 potentiellement armés qui sont là, qu'on ne maîtrise pas et qui, de temps à autre, peuvent sortir et on ne sait jamais. Très bien. Oui, non, et qui sont mal payés. Ça aussi, je pense que la communauté internationale l'a tellement compris qu'ils ont fait des efforts pour un peu corriger, parce que vous savez, un militaire, s'il sent rien dans les poches, surtout dans un pays comme ça, bonjour les dégâts tout de suite. Et ça, c'est un gros problème. La Guinée-Bissau, bon, là, il faudra peut-être... José Mario Vaz l'a essayé par rapport à la question sur le PAIGC. Il a essayé de s'affranchir un peu de cette tutelle qui n'a que trop duré depuis l'indépendance du pays. Et on voit ce que ça a coûté au pays. Depuis août 2015, il y a une crise, une véritable crise. Justement, on va en dire deux mots parce que le président Vaz est élu en 2014. Oui. Alors, il nomme Domingo Simões Pereira comme Premier ministre. Parce que la Constitution veut que le parti majoritaire à l'Assemblée nationale désigne. C'est semi-parlementaire. Exact. Donc c'est un régime semi-présidentiel. Alors, Domingo Simões Pereira est nommé, donc en 2014 comme Premier ministre, mais il y a des divergences avec le président Vaz et s'installe une crise qui aboutit à son limogeage. Et donc depuis lors, Domingo Simões Pereira s'est radicalisé, si on peut dire, avec la partie du PAIGC qu'il contrôle encore. Et du coup, à chaque fois qu'un Premier ministre est nommé, rebelote, il est mis en minorité et il n'arrive pas à travailler. On est à 5 premiers ministres. Même quand vous faites le décompte à 8, parce que en termes de changement, il y a eu mais 5 personnalités, mais il a avalé au moins 8 premiers ministres depuis qu'il est là. Et là, la guerre des chefs, parce que entre donc ce premier ministre qu'il a limogé, qui est toujours le chef du PAIGC. Donc il y avait un peu le président voulait marquer son territoire, lui aussi il voulait marquer son territoire parce que le système est tel que c'est semi-présidentiel ou semi-parlementaire. Il y a une dualité. Voilà, donc ce qui fait qu'il y a une dualité. Et je pense que peut-être les sectes qui travaillent un peu sur le cas de la Guinée-Bissau, il faudra peut-être revoir, aller vers des réformes pour peut-être stabiliser. Constitutionnel, oui. On va en reparler tout à l'heure. Parce que sinon ça va continuer. Là, on a réussi peut-être à tenir les élections qui étaient attendues à la mi-novembre. Oui, 18 novembre. Mais on ne sait jamais. Parce qu'aujourd'hui, le PAIGC, il y a eu une fraction pour ce qui est une scission au sein de ce PAIGC. Il y a eu 15 députés qui ont finalement créé leur madame et qui soutiennent le président. Et on verra, parce qu'ils veulent aller ils participent à ce scrutin-là. Quel score ils vont faire? Ils sont pour l'instant 15. Quel score, le madame là, quel score il va faire? Ça va être intéressant de voir. Est-ce que réellement ils ont les moyens de leur politique? Parce que s'ils sont soutenus par le président, on ne peut pas dire qu'ils manquent de moyens. Mais quel score ils vont faire? Mais avant d'y arriver, est-ce qu'on sait l'objet profond de la divergence entre Simões Pereira et Vaz? Oui, bon, alors, je pense qu'il y a beaucoup d'éléments subjectifs là-dedans. Maintenant, il me semble que si on retourne au congrès de Cacheu, puisque c'est de ce fameux congrès qu'une scission, déjà, les prémices d'une scission se sentaient.
au sein du PAIGC, puisque Brahima Camara, avec sa tendance, n'a pas accepté de n'avoir pas été plébiscité à la tête du PAIGC et a enrôlé quelques éléments du PAIGC autour de lui. Et donc, on sentait des dissensions. Et on a senti aussi une purge au sein du parti qui a fait qu'on les a exclus du bureau politique. Et sur les listes aussi, au moment de des investitures pour les législatives, ils ont été quelque part ostracisés. Il a fallu qu'ils se battent pour pouvoir être sur les listes. Et Dieu merci, ils y ont été et ont pu avoir 15 députés. Alors, et on sentait quand même une forme de proximité entre ce groupuscule-là et Vaz. Président Vaz. Vaz qui, quand même, a été quelque part soutenu par le PAIGC, mais qui n'avait pas une réelle légitimité au sein du PAIGC. Ce qui a fait que donc, à partir de ce moment, il y a eu quelques tractations politiques, des jeux, etc., qui ont fait qu'on a senti une cassure au sein du PAIGC. Et cette cassure-là a un peu impacté les rapports entre Simões Pereira et Vaz, étant donné qu'il était soupçonné, à tort ou à raison, que Vaz soutenait les 15 les 15 qui sont les 15 frondeurs, on va dire. Les 15 frondeurs. En réalité, il connaissait un peu la capacité de nuisance du PAIGC, parce que là, il voulait un peu avoir les coups de franche, comme le disait Sec. Le PAIGC pense que ils doivent avoir voix au chapitre en tout temps et en tout lieu, et que c'est des empêcheurs de gouverner en rond, comme on peut caricaturer. Et Vaz voulait un peu s'affranchir, mal lui en a pris. Maintenant, il a fait le pari parce que ce parti-là participe aux élections législatives. On verra le score que le MADEM va faire, le mouvement pour... Mais la question de fond qu'on peut se poser, vu de l'extérieur, comment le chef du PAIGC n'est pas le président de la République? Oui, vous savez, c'est vrai que... Comment on en arrive à cette situation où le chef du PAIGC est le patron à l'Assemblée nationale et donc doit être Premier ministre, et donc tient le parti et met en minorité le chef de l'État alors qu'ils sont tous les deux issus du même parti? J'arrive pas à comprendre ça, moi. Alors, il faut comprendre aussi qu'on était dans un contexte où on sortait d'une transition. Oui, avec Niamadio. Voilà, et Vaz était quand même, en termes d'image, en termes de stature, etc., il était perçu comme celui qui avait le plus de chances de passer par rapport à Domingos Simões Pereira, qui venait qui était en train de fourbir ses armes au sein du parti. Okay. Malgré le fait qu'il ait pu se battre pour accéder à la tête du parti, il n'avait pas encore assis une légitimité, non pas au sein du parti uniquement, mais sur le territoire. Il fallait quand même chercher à convaincre les gens qu'il avait cette stature, etc. C'est maintenant qu'on sent qu'il a fini quand même de faire une certaine, de se faire une très bonne image et de se positionner comme leader politique. En 2014, il n'avait pas encore cette stature-là. C'est ça qui a fait que Vaz a su arriver et convaincre les gens aussi. Vaz a été un excellent joueur, en ce qu'il est parvenu quand même à convaincre les plus durs au sein du PAIGC, puisque c'est pas un parti facile. Oui. Au sein du PAIGC, qu'il était le bon candidat pour eux. Et le score au premier tour l'a montré d'ailleurs. Il a fait un très bon score, autour de 40%. Absolument. Largement devant ses adversaires. Et au second tour, il a eu un très bon score. Il a été élu avec un score confortable. Une majorité confortable. Voilà. Oui. Alors, dans ces conditions-là aussi, les dispositions de la Constitution en elles-mêmes portent les germes aussi de la division et des tensions politiques. En préparant cette émission, donc j'ai lu un tout petit peu la Constitution et un certain nombre de documents d'analyse, mais le fait que le Premier ministre détienne des pouvoirs aussi importants et autant de pouvoir pour tenir tête au chef de l'État est en soi un problème dans ce pays. Oui, et depuis que... Pourquoi on ne mettrait pas une constitution à la sénégalaise, par exemple? Depuis qu'il s'essaie à la démocratie, le problème c'est toujours posé. Parce que même avant l'arrivée de Vaz, ses prédécesseurs ont été confrontés à cette dualité au sommet de l'État. Parce que vraiment, le Premier ministre en Guinée-Bissau, il a des prérogatives. Des pouvoirs réels, oui. Ce qui fait que, vous savez, en Afrique, les présidents sont jaloux. Donc, si à la limite, le Premier ministre arrive à faire de l'ombre au président de la République, dans beaucoup de pays, même si c'est inscrit dans la Constitution, les présidents ne l'acceptent pas. C'est ça. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles les accords de Conakry,
qui ont été signés en octobre 2016, je crois, disaient qu'il fallait aller vers une réforme constitutionnelle pour résoudre ce problème-là. Absolument. Non, il faut comprendre que, bon, là, on est au cœur quand même on peut questionner des faits anthropologiques, le rapport de l'Africain au pouvoir déjà. Oui. C'est compliqué et si vous voyez les régimes qui ont le plus prospéré et qui ont été dans le temps, qui ont résisté au temps, c'est les régimes en Afrique présidentielle où le président, on ne lui discute pas sa position. On a vu le conflit Senghor-Dia, c'était presque le même, c'était régime de en Afrique, on n'est pas très cohabitation, quoi. Non, on n'est pas cohabitation. Et ici, il faut comprendre que finalement le président, hormis sa capacité à dissoudre l'Assemblée nationale, il inaugure les chrysanthèmes, comme disait De Gaulle. Donc c'est le Premier ministre qui détermine et conduit la politique de la nation, ce qui lui donne assez de pouvoir. Et donc s'il n'y a pas convergence de majorité, on aura toujours des problèmes. Et en réalité, ici, au-delà même de ça, je pense que rien ne prédisposé à vivre ces conflits-là, puisque c'est quand même le président issu du PAIGC et une majorité du PAIGC. C'est pour dire qu'en réalité, au-delà de tous ces principes, de ces facteurs politico-institutionnels, je pense qu'il y a beaucoup de subjectifs. Il semble que quand même, à un moment donné, il ne se piffait plus. C'était trop personnel, c'était subjectif. Ça, le président l'a dit, le président Vaz, dans un discours, il disait qu'ils peuvent plus collaborer et que ça dépasse même le fait juste de remanier. Voilà. Il faut qu'ils se séparent. C'était ça plus qu'autre chose. Et c'est là où il faut quand même questionner le profil de nos dirigeants. Mais pourtant cette constitution, l'actuelle constitution adoptée en 91, elle partait quand même d'un principe qui est un principe de bon sens, c'est-à-dire que le président Vieira avait des super pouvoirs, il modifiait la constitution à sa guise pour avoir plus de mainmise sur le pays et tout ça, et que la réforme constitutionnelle donc qui a suivi a mis en place ce régime semi-présidentiel. C'est ça, mais c'est en cela qu'il faut questionner le jeu des acteurs, au-delà des textes. Mais ça, nous le vivons tous en Afrique. Je ne pense pas qu'on imaginerait... Au Niger, on a vécu l'expérience de cohabitation. Où ça a mené ce pays-là. Exactement. On a vu un coup d'État avec Ibrahim Maï Nassara. Exactement. On a vu tout était bloqué. Situation. Et c'est dire qu'au-delà des textes, c'est le jeu des acteurs, cette capacité élégante qu'on a à pouvoir accepter les règles du jeu et à se dire que la prochaine fois, la majorité va s'inverser et on pourra exercer. Et c'est d'autant plus vrai ce que dit, c'est que quand vous prenez le cas du Niger qu'il évoquait, Barham Maï Nassara est arrivé pour régler le problème et lui il s'est accroché au pouvoir. Il a fallu que quelqu'un de bonne volonté, Daouda Malam Manké, qu'il soit tué et un autre coup d'État. Et c'est lui qui a remis un peu la démocratie au Niger. Donc il y a un peu cette bonne volonté. C'est le problème du rapport que disait Seck, que les Africains ont avec le pouvoir. Il y a des gens qui sont très détachés par rapport au pouvoir. S'ils le perdent, c'est pas la fin du monde. Mais il y en a pour certains, pour rien au monde, ils pensent que le pouvoir c'est la chose personnelle. Et pourtant ils sont prêts à condamnés à s'entendre, comme le disait Obasanjo quand il est venu en mission pour la CEDEAO. Absolument. D'autant plus que le PAIGC était majeur. Quand vous regardez un peu, par exemple, on parle des élections législatives. Sur les 102 sièges, ils avaient 52. Donc, du moins 57. Alors qu'il faut juste 52 pour avoir la majorité absolue. Donc, ils devaient pouvoir gouverner tranquillement. Sans problème, mais malheureusement, chacun avait son ego kilométrique et il ne se piffait plus. Et bonjour les dégâts. Là, on n'a pas mis en avant l'intérêt du pays. On a mis en avant l'intérêt personnel. Mais Mamadou Seck, comment on fait pour arriver à régler ce problème de constitution? Parce que il y a quelques années, des réformes étaient en cours. Le président Koumbayala les avait d'ailleurs bloquées. Tout à fait. Et aujourd'hui, le Parlement, depuis 2015, n'a pas pu statuer sur ces réformes constitutionnelles parce que le Parlement aussi est bloqué. C'est ça. Alors, comment on fait dans ces conditions-là? Mais je pense que parce que c'est le nœud du problème. Non, c'est comme si vous avez lu une de mes contributions. C'est un sac. Je n'ai pas eu la chance de la lire. C'est un sac de nœuds politico-institutionnels que je vais partager avec vous. C'est pour dire que mon avis est que le premier défi, c'est d'organiser ces élections-là. Déjà. L'autre défi, c'est d'arriver à stabiliser la phase législative, la majorité, jusqu'à la présidentielle. De juin. C'est un défi. On ne sait pas ce que nous réserve le président Vaz si une majorité arrivait et qu'il sentirait
des formes une majorité de menaces qui lui soit pas favorable. Qui lui soit pas favorable. C'est ça. Et ça peut arriver. Parce que dans tous les cas, lui maintenant, il n'a aucun ancrage partisan. Oui. Nulle part. Donc ça veut dire que... Il est hors du PAIGC. Il est hors du n'a PAIGC, pas d'appareil donc. Et il n'a pas d'appareil. Oui. Il comptait sur le MADEM, ouais. mais on n'est pas très sûr. Oui, Pour qui connaît les Brahima Kamara, Sissoko Mbalo, etc., Oui. c'est Ça peut changer. d'excellents acteurs politiques aussi. Donc ça peut bouger et on ne sait pas ce que ça peut nous réserver entre cette phase-là. Mais si on parvient à dépasser cette étape et qu'il y a une convergence de majorité, c'est-à-dire que ce genre de réforme, on ne peut le faire que dans la stabilité et dans la concorde. C'est à partir de là qu'on pourra amorcer les réformes. Et comme vous l'avez évoqué, l'accord de Conakry a quelque part brossé ces perspectives-là de réforme institutionnelle. Il y avait 10 points dans cet accord, mais bon. Mais cet accord, c'est un échec. Alors, cet accord a ses limites. La première limite congénitale, c'est que ça a été porté par quelqu'un qui n'a pas été reconnu par toutes les parties. Oui, mais fortement critiqué par le Premier ministre Mbalo. Voilà. Alors, avec énormément de bonne guerre, d'ailleurs. Oui, qui lui reprochait qu'il ne l'aimait pas et qu'il ne s'en cachait pas, d'ailleurs. Très bien. Alors, donc, c'est parti d'un mal. Cet accord déjà souffrait d'un mal congénital. La difficulté que certains acteurs puissent accepter cet accord-là, et qui sont des parties prenantes essentielles à ce processus. À partir de là, on a vu quel est le point qui a été réalisé dans cet accord. Il n'y en a pas. Aucun point n'a été réalisé. Au point que la CEDEAO a même envisagé, a mis en place des sanctions contre 19 personnalités, dont le fils du président Vaz. C'est dire que donc, on est dans un contexte non pas uniquement complexe, mais compliqué. Et que donc, sûrement, c'est les défis électoraux, là, les deux rendez-vous, qui nous permettront d'y arriver, si tant est que on pourra respecter déjà la présidentielle. Oui, parce qu'en réalité, après les législatives du 10 mars, mais qui va être le Premier ministre jusqu'en juin? C'est ça le problème. C'est tellement... Les deux échéances... Et tout dépend donc des résultats. Les deux échéances sont tellement rapprochées que, bon, comme le disait Seck, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Parce que dès qu'on programme les résultats des législatives, on est en pleine préparation parce qu'une élection présidentielle, ça va vite, elle est très sérieuse. Donc ça va aller très vite. Donc, bon, ces élections-là législatives du 10 mars sont cruciales parce que ça va déterminer un peu la marche à suivre. Mais bon. Et même l'agenda, parce que en fonction des résultats, l'élection pourrait ne pas se tenir en juin. À bonne date, absolument. Absolument, parce que bon, s'il y a une majorité hostile, comme vous le soulignez tout à l'heure, ça veut dire qu'on retombe un peu dans les travers qu'on craint jusque-là. Alors, il y a un truc aussi que j'ai pas compris. La CEDEAO sanctionne 19 personnalités, dont le fils du président Vaz, semble-t-il parce que ce sont des personnalités qui font obstacle à la mise en œuvre des accords de Conakry, mais on ne sanctionne pas le président Vaz. Certainement pour le ménager. Parce que la crise a tellement duré, a assez duré dans ce pays-là. Et moi j'ai dit, Vaz aussi, quelque part, il a été un fin stratège pour être élu, comme le disait Seck. Parce que là, il s'est présenté en homme nouveau, mais vous voyez, sur ces 5 ans-là, il n'a presque gouverné tranquillement qu'une année. C'est ça. Depuis lors... en 2014 et 2015. Voilà. Depuis lors, c'est l'instabilité totale. Tout à fait. Donc, ce qui fait que, bon, c'est un énorme gâchis. C'est comme, je donne souvent la caricature de la Côte d'Ivoire avec Gbagbo. Il n'a que 2 années de répit, malgré qu'il ait fait 10 ans de pouvoir. Les 8 autres années, c'est que du gâchis parce que la crise était là. Donc, est-ce que, bon, il saura faire preuve de tact politique, parce que ça aussi, c'est bon quand on est à ce niveau de responsabilité pour essayer de changer la donne. Alors, on a beaucoup parlé du PAIGC, mais est-ce qu'il y a d'autres forces politiques capables de donner le change au PAIGC en Guinée-Bissau? Alors, il faut comprendre déjà que tous les partis politiques sont nés des flancs du PAIGC. Et donc, il n'y a pas de césure nette entre un quelconque parti et le PAIGC. Maintenant, en termes de contenu et de comportement et de pratique, etc., c'est une classe quelque part homogène, sauf en termes d'appellation, dénomination. Le PRS maintenant est venu apporter une forme d'équilibre. Parce qu'ils ont eu beaucoup de sièges, 41 sièges. C'est cela. Ils n'étaient pas loin de la majorité. Est-ce qu'ils vont refaire le même coup? Bonne question. Il faudra voir. Voilà. Parce que le PRS, c'était en l'image un peu de son leader, le défunt Koumbayala. C'est de l'instabilité. Donc c'est l'imprévisibilité. Absolument. Parce qu'ils peuvent se montrer vraiment
tacticien pour arriver au pouvoir comme Koumbaya a été élu. Mais bon, malheureusement emporté par un coup d'État. Voilà, du jour au lendemain, ils peuvent tomber dans les travers. C'est cela. Donc, en termes de résultats, on ne sait pas de quoi ce qu'on nous réserve un peu le PRS de Koumbaya là. Et donc, on n'est pas encore sorti de l'auberge. C'est ça que vous êtes en train de nous dire, parce que on n'est même pas à l'abri d'un autre coup d'État. Du tout, parce que bon, ça c'est la partie de la Guinée-Bissau. Il faudra régler le problème des militaires. Non, mais justement, parce que si on fait des législatives, on ne sait pas de quoi demain sera fait en termes de résultats. Après, il y a une présidentielle, alors qu'on ne règle pas le problème institutionnel, le problème de la constitution, les réformes institutionnelles qui devraient permettre un équilibre, en tout cas dans le jeu du pouvoir, et empêcher que l'État soit bloqué, mais on repart pour un autre tour. C'est pour ça que le souhait est d'avoir une convergence au sommet de l'État, qu'il y ait une convergence, que la majorité issue des urnes, enfin de l'Assemblée nationale qui se dégage, puisse converger avec un président élu de cette majorité-là. À partir de ce moment, le défi en partie sera réglé, de pouvoir s'asseoir et entamer les réformes institutionnelles. Sauf que le système actuel mais va toujours donner envie au Premier ministre. Mais c'est sûr. Maintenant, c'est ça la question. Maintenant, l'idée sera justement de calmer un peu les... Le Premier ministre va se dire, bon, écoutez, moi, j'ai des pouvoirs, je peux nommer, je conduis la politique. Bon, même si je rencontre au président de la République et eux au Parlement, mais bon, ça peut lui donner des idées et créer une instabilité qui peut lui profiter. C'est ce que fait Domingo Simões Pereira. Maintenant, est-ce que le peuple va le sanctionner pour ça ou pas? Au-delà du peuple, je pense qu'il faut quand même, faut pas penser que la Guinée va fonctionner en autarcie. Il y a une très forte présence de la communauté internationale. Oui. Et il faut comprendre aussi qu'ils ont exercé une pression pour que ces élections puissent avoir lieu. Je rappelle, financièrement, ils ont énormément contribué pour que ces élections puissent notamment le recensement. Tout. Et au-delà, je reviens juste sur l'armée pour dire que quand même, il peut arriver dans nos analyses qu'on surestime la capacité de nuisance de l'armée aujourd'hui, si on sait que l'ECOMIP est là-bas. Oui. L'ECOMIP est là-bas, même s'il y a des questions qui devaient partir. Il y a un plan de retrait. Mais il me semble que, tenant compte de la fragilité, mais également des suspicions toujours qui pèsent sur l'armée, la CEDEAO est très, très, très réticente à quand même lâcher les 500 éléments de 540 de l'ECOMIP. Donc, c'est dire que toujours il y a c'est cette possibilité-là de veiller pour un peu décourager certaines velléités de l'armée. Maintenant, il faut se dire que le Bureau intégré des Nations Unies, c'est énorme. Vous y allez, c'est un État présent quelque part en Guinée-Bissau. En plus maintenant du CPLP, en plus de la CEDEAO, l'Union africaine qui a un bureau là-bas. C'est dire qu'il y a quand même une très forte pression de la communauté internationale qui veille et qui fera éventuellement capoter certaines velléités, même si le principe de souveraineté prévaut dans ces États. Mais la Guinée-Bissau, c'est particulier. C'est particulier, ils sont quand même des fois ils ont développé énormément de résilience face aux évolutions du monde moderne, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une classe jeune qui arrive. Simões Pereira, je pense qu'il a peut-être eu du mal à communiquer et assurer une image. C'est quelqu'un de très moderne. Quand vous lui parlez, il est très articulé, il est très cérébral dans ses réflexions. Et c'est dire que c'est une jeune classe qui est là. Vous allez au PRS, vous les rencontrez, ils sont très avant-gardistes dans beaucoup de réflexions sur certaines propositions. Ils vous les font, vous comprenez que en fait, c'est maintenant la difficulté qu'il y a, la dialectique de l'acteur et du système. L'acteur qui a cette volonté-là à s'affranchir de certaines tutelles et le système qui le tire toujours vers le bas qui exerce une tutelle sur eux. C'est ça la difficulté aujourd'hui de cette classe dirigeante jeune. Mais je pense que il y a une dynamique. Je reste convaincu que si on dépasse ce cap-là et qu'on nettoie l'histoire, la problématique, les défis politico-institutionnels et que les forces d'interposition de l'ECOMIP partent avec
un système de réforme du secteur de la sécurité abouti, parce qu'il n'a pas été jusqu'au bout. Si on amorce ce chantier-là, faire aboutir les réformes du secteur de la sécurité, amorcer les chantiers de politico-institutionnels avec de jeunes leaders qui arrivent, je pense qu'il y a à espérer pour ce pays. Mais d'autant que, si vous voyez le contexte, excusez-moi d'être long, si vous voyez le contexte, la Guinée-Bissau échappe au débat radicalisme. Ils sont à l'abri de ça. C'est dire que le fondamentalisme, etc. Et pourtant, ils sont entourés. Il y a le Mali, la menace de Guinée, Sénégal. Le Sahel, Sénégal, etc. Mais vous y allez, vous n'entendrez jamais parler de ça. L'autre élément, le Bissau-Guinéen, quoi qu'on puisse dire, est pacifique. Parce que les conditions... il y a une image de fêtard qui leur colle à la peau. Oui, mais les conditions de vie, les sociaux de base ne sont pas réunies. Ça ne les empêche pas quand même de rester dans le pays et de vivre. C'est dire que donc, il suffit d'un peu de bien-être pour que les choses puissent avancer. Justement, parce qu'économiquement, ça ne va pas du tout. Parce que dans ces conditions-là, avec cette crise qui perdure depuis 2015, il est impossible de relancer l'économie et d'attirer des investissements. Le pays est exsangue. Mais pourtant, à l'élection de base, vraiment... C'était la nouvelle classe. Les gens avaient beaucoup d'espoir de voir le pays redémarrer. Mais bon, il y a un peu cet éternel recommencement. Parce que souvent, les gens sont un peu trop nostalgiques du passé. Mais quand on a vu les Ansoumana Mané, les Kumbaya, quand cette génération est partie, et l'élection de José Mario Vaz, les gens ne pensaient pas peut-être revivre le syndrome d'un pays en crise permanente. Malheureusement, la situation étant ce qu'elle est, on retombe un peu dans les travers d'hier. Mais l'autre aspect aussi, la présence de ces forces donc de la communauté internationale, les COMIP, ça a un peu exercé une capacité de dissuasion quand même. Parce que quand on regarde la régularité des coups d'État en Guinée-Bissau, vous restez peut-être à un mandat de 5 ans depuis l'élection de... Là, on est tranquille quand même. Il n'y a même pas une velléité de coup d'État. Il faut applaudir, vraiment. Il faut applaudir. Et croiser les doigts, évidemment. Alors, en termes d'influence, l'Angola est présente. L'ancienne puissance coloniale, sans doute. Et le Sénégal dans tout cela. Est-ce qu'on a toujours de l'influence en Guinée-Bissau? On a beaucoup d'influence. Et j'ai l'impression d'ailleurs, quand vous discutez avec les acteurs politiques bissau-guinéens, qu'ils surestiment l'influence du Sénégal. Dans le débat, et imputant même une responsabilité historique au Sénégal de leur instabilité. Vous voyez. Et au-delà, ils soupçonnent toujours le président Macky Sall d'être là à tirer les ficelles dans les coulisses, etc. Bon, à tort ou à raison, je ne suis pas dans les secrets. On en a peut-être un peu parlé quand Bassirou Dia était Premier ministre, parce qu'il est originaire de la Casamance. Exact. Et Sissoko aussi, Sissoko Mbalo, qui réclame sa proximité avec le président Macky Sall. Mais l'Angola est quand même très présente. L'Angola est présente. En Guinée-Bissau. Et aussi... Contrairement à nous, et même sur le plan diplomatique, la Guinée-Bissau, ces dernières années, ne s'aligne pas forcément sur les positions du Sénégal. Tout à fait. Oui, mais cela est dû la langue que les deux pays partagent. Ça aussi, ça joue. Parce que nous avons beau être de bons voisins, et quand on voit le rôle depuis d'ailleurs 98, cette guerre-là, l'intervention du Sénégal pour y mettre un terme. Donc nous exerçons une influence certaine sur ce pays-là. Mais quand la présence de l'Angola, ça s'explique naturellement par cette langue qu'ils partagent un peu. Peut-être sur le plan économique. Oui. Et, financier, l'Angola, pays pétrolier, qui a une armée, qui peut aider, qui peut, voilà. Qui assiste. Absolument, qui aide financièrement. Donc, parce que bon, c'est un pays quand même, comme vous dites, très, très, très riche. Et quand on voit un peu cette histoire commune, même si le PAIGC, c'était le parti pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert. C'est ça. Et bon, Amical Cabral voyait grand un peu tous ces pays colonisés par l'espèce d'intégration. Par le Portugal. Tout ça joue, et que bon, les Angolais quand même sont solidaires de ce qui se passe en Guinée-Bissau. Parce que en fait, l'impression qu'on a, c'est qu'on n'a pas peut-être beaucoup. Le Sénégal n'a pas capitalisé un tout petit peu sur l'entrée de la Guinée-Bissau, par exemple, dans la zone franc, dans le CFA.
Parce qu'au début, le président Abdou Diouf avait toujours refusé que la Guinée-Bissau rentre dans le franc CFA. Finalement, il a fini par accepter. Mais est-ce que l'arrivée du franc CFA en Guinée-Bissau a permis d'élever un tout petit peu le niveau de l'économie et d'accroître notre influence? Absolument. Parce que, et là, l'exemple parfait, quand ils étaient avec leur monnaie locale, là, vous y allez avec le CFA, vous faites l'échange, vous êtes un Moronaba, vous êtes un Richard, je vous dis. Certains Sénégalais qui y allaient, d'ailleurs, toujours, ils disaient que vous faites l'échange, mais vous pouvez habiter, par exemple, dans le plus bel hôtel de Bissau, et puis mener une vie de bourgeois. Donc ça montre un peu comment cette économie était faible. Donc en embranchant le franc CFA, le pays, oui, a connu une nette amélioration, mais ça a été freiné un peu. Même s'il y a eu un choc par cette crise qui n'a que trop duré. Oui. Et donc les bailleurs de fonds qui promettent de l'argent, qui promettent des financements, des prêts, tout cela n'arrive pas. Alors l'économie repose quand même sur la noix de cajou. Et selon le FMI, d'ailleurs, la Guinée-Bissau, c'est le pays qui a l'économie la moins diversifiée au monde. C'est ça. Il y a aussi la pêche, c'est un pays. C'est quand même marginal, la pêche. Oui, mais leurs mers restent toujours poissonneuses. Et que bon, c'est des gens qui peuvent signer des accords avec les pays étrangers pour accorder des licences. Je pense que même ils en ont accordé au Sénégal pour qu'ils viennent pêcher là-bas. Tout ça, ça peut aider à relancer la machine économique. Et qu'en est-il du pétrole? Parce qu'il y avait un accord entre le Sénégal et la Guinée-Bissau pour gérer les ressources pétrolières qui sont à la frontière. L'agence est à Dakar, d'ailleurs. Oui, l'AGC. D'ailleurs, ça leur a donné quelques idées quand on a signé les accords avec la Mauritanie, 50-50. Absolument. Donc ils voulaient eux aussi, parce qu'on n'est pas sur les mêmes proportions. Absolument. Non. Là, ils ont une vision commune. L'agence est ici logée à Dakar, sur l'avenue Pétavin. Et bon, les deux pays travaillent en parfaite harmonie. L'agence de gestion et de coopération entre les deux pays. C'est cela. Et on n'a plus beaucoup de temps. On va peut-être dire deux mots de la Casamance. Est-ce que la Guinée-Bissau aujourd'hui joue un rôle quelconque dans ce dossier? Ou plus du tout, par rapport à ce qu'on a connu dans le passé? Oui, je pense qu'on vit une période d'accalmie qui peut être due à plusieurs facteurs. Je pense qu'on ne peut pas uniquement le lier au calme qui règne. Les bons rapports qu'il y a entre les deux présidents. On peut aussi évoquer la situation de la Gambie qui vit une stabilité aujourd'hui politique. Peut-être que c'est tous ces facteurs-là. Mais je pense que la porosité des frontières, l'absence de contrôle etc., fait que on est toujours dans une période fragile. On ne peut jurer de rien, quoi. J'essaie d'être un peu prudent sur cet aspect-là, vu tout ce que ça nous a réservé comme surprise depuis le début. Mais je pense que la stabilité en Casamance dépend de la stabilité des pays qui encadrent. La Gambie, qui est stable maintenant, une stabilité politico-institutionnelle de la Guinée-Bissau, quand même, impacterait. D'où le sens de ma question, parce que si notre sécurité dépend un tout petit peu de ce qui se passe en Guinée-Bissau, forcément, on aurait dû avoir la main dans le dossier, dans la gestion de la crise. Alors, le président Macky Sall l'a eu un tout petit peu parce qu'il a reçu les protagonistes. C'est ça. À un certain moment, mais depuis, rien. Non, oui, parce que en fait, il était perçu comme étant acquis à la cause d'une partie. En réalité, il faut voilà, c'est ça qui remettait en question cette posture de médiateur qu'il aurait pu avoir. Voilà. Maintenant, au-delà d'un leadership politique qu'on exerce, il y a un leadership naturel. Vous allez en Guinée-Bissau, il y a une très forte influence quand même du Sénégal sur la Guinée-Bissau, avec des familles qui sont de part et d'autre, des liens qui... Tous les dirigeants bissau-guinéens ont une maison ici. Voyez-vous, donc, c'est leadership naturel. Ou même des bars. À commencer par Vaz. Vaz, il a fait ses affaires ici au Sénégal. Donc tout ça, c'est pourquoi je disais, ou même des bars, même des maisons. Voilà. En réalité, eux-mêmes, quelque part, par ce système-là d'intérêts qui sont présents au Sénégal, vont travailler sûrement à la stabilité. Mais bon, ça, je le dis sans avoir des garanties diplomatiques. Voilà. Mais un leadership naturel s'exerce. Et je pense que ce changement-là, qui va arriver sûrement, pourrait quelque part reprofiler nos rapports. Et peut-être, mais le Sénégal devait pouvoir assumer un rôle. Oui, c'est... Un rôle. Et
quand même, il faut considérer que la présence forte de notre contingent parmi, quand même, contribue quelque part aussi à cette forme d'influence et de leadership que le Sénégal exerce. Voilà. Donc on peut s'arrêter là. Je pense qu'on a tout dit sur cette situation à Guinée-Bissau, avec des élections qui auront lieu le 10 mars prochain. Donc on verra à la lumière des résultats comment analyser tout cela. On vous appellera sans doute pour nos différentes sessions d'information et éventuellement le site www.emedia.sn. Donc, et tout cela pour le mettre en perspective de la présidentielle de juin 2019, si jamais elle se tient, si comme on disait au début de l'émission, aucun président n'a terminé son mandat. On va espérer que le président Vaz termine son mandat. Merci messieurs d'avoir participé à cette émission. Je rappelle qu'on recevait aujourd'hui dans la valise diplomatique Mamadou Seck. Mamadou Seck est coordonnateur du programme Gouvernance et processus électoraux au Gorée Institut. Et notre confrère Mamadou Thior, journaliste à la RTS et analyste politique. Messieurs, merci d'être venus. Merci. Et à vous auditeurs, merci d'avoir suivi et à très vite. Merci.